Bonsoir les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. On est en sortie de fête de village, donc voilà, c'est pas trop éclairé, on n'est pas en planque. On va parler CO2 ce soir. On va vous donner de la data sur le CO2. On est des connards de rond-point et ce qu'on a trouvé, c'est en open source, hein, c'est en source libre, c'est ce qu'on a trouvé sur internet. Il y a les sources. Alors les sources, c'est pas compliqué, c'est Wikipédia, c'est la NASA, il y a des recherches scientifiques. On va vous donner toutes les sources. Simplement, en fait, c'est un peu de praxis par rapport à l'instruction populaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire confiance comme on a fait confiance avant. C'est pas possible. On a bien vu qu'avec les politiques, avec les syndicalistes, avec les médias, c'était mortifère. En fait, c'est un suicide de faire confiance. Et là, c'est par rapport aux sachants, par rapport à tous les experts de plateau. Alors, on se souvient que pour la pandémie, ils nous avaient mis des proctologues ou je sais pas trop quoi, des mecs avec des conflits d'intérêts avérés, qui étaient des sachants, puis on devait les croire hein, sur parole. Alors qu'une boîte quand même condamnée à plus de 2 milliards de dollars d'amende pour fraude, etc. On ne sait pas ce qu'il y avait dans les injections et puis voilà. On s'est pas fait injecter, voilà, mais il y a beaucoup de nos amis, nos familles qui se sont fait injecter, puis maintenant ils vivent avec la peur, avec des problèmes de santé. Puis il y a quand même pas mal de collègues qui sont partis. Donc voilà, là on est sur la thématique du CO2, voilà, le carbone, l'industrie décarbonisée, tout ce qui nous sort comme truc, le CO2, c'est toxique, c'est poison, c'est plein de choses, ok. On va faire en fait comme on fait l'école à la maison en fait. Voilà. Le process c'est ça. Première partie, composition atmosphérique, c'est quoi le CO2 ? Où est-ce qu'il y en a après, est-ce que les taux de CO2 ont-ils varié dans le temps ? Ça c'est important à savoir. Peut-être même avant l'apparition de l'homme. Donc voilà, ça c'est pas une source de l'homme. Et puis on va parler de la photosynthèse. Et puis on va parler en fait comment l'augmentation, c'est quoi la photosynthèse et comment l'augmentation du rendement de la photosynthèse est liée à l'augmentation du CO2. Donc ça c'est des pistes intéressantes, puis avec des choses très concrètes. Hein. Grosso modo, voilà, c'est de l'école à la maison. Alors le CO2 c'est quoi ? On le connaît parce que nous on respire de l'oxygène et on recrache du CO2. Donc ce qu'on recrache c'est grosso modo 7% de CO2. Dans l'atmosphère il y a du CO2. Il y a du CO2 à 0,0416%. 0,0416%. Ça, c'est Wikipédia qui nous dit ça en 2021. Et donc, c'est un peu compliqué de parler en 0,0416%. Ça correspond grosso modo à 416 ppm, parties par million. Voilà. Donc, on va parler, pendant toute la vidéo, on va parler de parties par million. On est actuellement, alors c'est 2021, les dernières mesures des scientifiques, à 416 ppm parties par million, ce qui correspond à 0,0416% de CO2 atmosphérique dans l'atmosphère. Alors l'atmosphère, c'est pas partout pareil forcément, mais grosso modo ça se mélange, ça se dilue et c'est un taux moyen. Alors pourquoi on parle de ça ? Pourquoi on parle de... On se casse les fesses à vous faire une vidéo sur le CO2. Parce que en fait, tout simplement, il n'y a pas d'iségorie. L'iségorie, c'est l'égalité de point de vue opposé. On n'a qu'un narratif qui dit que le CO2 c'est poison, le CO2 c'est dégueulasse, il faut taxer l'industrie sans CO2, etc. On n'entend que ça. Mais en fait, c'est une vision des choses. On n'a pas de vision contradictoire. Donc là, nous et vous, voilà, on fait de l'iségorie, c'est-à-dire c'est un point de vue opposé, avec des données sourcées là, cette fois-ci. Alors, on est à 416 ppm parties par million, c'est 0,0416%, 0,0416% de CO2 dans l'atmosphère. Ok. Le premier point, c'est le taux de CO2 a-t-il varié dans le temps ? Alors, oui, il a varié dans le temps. C'est très compliqué d'avoir de la data là-dessus, de la source, parce que dès que vous
gratter sur Internet, c'est Science et Avenir, etc. Tout s'arrête grosso modo à 1800, 1750. Mais il y avait des choses avant. Effectivement, il y avait des choses avant et on a réussi à choper des infos sur une période de moins 500 millions d'années. Et on va vous donner les références, bien sûr, vous nous connaissez. Alors, il y a un groupe de l'université de Bristol. Alors, je peux vous donner les références. C'est Foster, J.P. Bown et P.A. Pern de l'université de Bristol qui ont publié dans la revue Nature Géosciences en 2012. Alors, le titre de leur papier, hein, vous savez que les scientifiques, les équipes de scientifiques publient, hein, pour que ça soit validé, il faut que ça soit publié dans une revue scientifique. Et donc cette revue scientifique s'appelle la Nature Geoscience. Et en 2012, ils ont publié un papier, donc le rapport de leur travail, qui s'appelle Atmospheric Carbon Dioxide Across the Mid-Pleistocene Transition. Alors, c'est le quatrième opus, hein, le quatrième volet, la quatrième publication de Nature Geoscience. Et c'est à la page 242 et 245. Alors, le Pléistocène, c'est une période qui s'étale de moins de 2,6 millions d'années à moins 11 700 ans avant Jésus-Christ. Et donc, ils ont travaillé sur l'estimation de concentration de CO2 sur cette période. Mais ils ont aussi travaillé sur une estimation de la concentration de CO2 atmosphérique au Paléozoïque. Et le Paléozoïque, c'est avant, c'est moins 541 millions d'années à moins 252 millions d'années. Donc, dans ce papier-là, il y a des estimations de scientifiques avec tout leur background de scientifiques, tous leurs outils, etc. Alors, les outils, bah, évidemment, on pense aux carottes glaciaires, mais après, c'est les carottes glaciaires... sur quelques centaines de milliers d'années, c'est encore faisable au Groenland ou en Antarctique, mais après, on va parler de fixation d'isotopes radioactifs, etc. dans les roches. Alors, eux, ils ont estimé que au Paléozoïque, donc une période entre moins 541 millions d'années à moins 252 millions d'années, la concentration de CO2 atmosphérique était entre 3000 ppm et 9000 ppm. Actuellement, on est à 416 ppm, hein, ce qui correspond à 0,0416%. Donc, vous voyez qu'on est sur des concentrations de CO2 atmosphérique bien plus importantes. Et à cette époque, il y avait de la vie sur la planète Terre. Il y avait des varans, il y avait des bestioles, il y avait des choses qui ressemblaient à des fougères. Enfin, c'était le règne des conifères et des fougères. Voilà. Alors, donc ça a varié. On a la preuve scientifique, par le travail de cette équipe de Bristol, que ça a varié. Et on arrive à aller jusqu'à moins 500 millions d'années, grosso modo. On a une question, là. C'est quel taux de CO2 on peut supporter? Enfin, ok. Donc là, on est à moins 500 millions d'années. Il n'y avait pas d'humains, bien sûr, mais on était entre 3000 et 9000 ppm. Donc bien supérieur au taux actuel. Et on peut se demander, mais à quelle teneur, en fait, le CO2 devient toxique? Alors, le CO2 de l'atmosphère, c'est 416 ppm. Entre 416 et 1000 ppm, ils disent que c'est la concentration qu'on va retrouver dans des bureaux bien aérés. Bon. Entre 1000 et 2000 ppm, ils nous disent que c'est des bureaux moins bien aérés, mais c'est plus général. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils estiment qu'entre 2000 ppm et 5000 ppm, on a un air vicié qui nous apporte la somnolence. Et là, ça va peut-être vous rappeler 2-3 choses quand vous étiez à l'école. Est-ce que vous avez jamais piqué du nez à l'école? Bah, tout simplement, c'était peut-être les cancres. Ben non, c'était pas les cancres. Non, parce que... Non. Ils piquaient du nez, et on piquait du nez peut-être parce que tout simplement, il n'y avait pas assez d'aération. Et c'était peut-être des teneurs en CO2 qui étaient au-delà de 2000 ppm. Alors, il faut savoir que le gouvernement, nos chers gouvernants, ont mis une norme. C'est 5000 ppm. Je vous rappelle qu'on est à 416 ppm en teneur atmosphérique. Et ils ont mis une norme à 5000 ppm, donc 12 fois plus. Et cette valeur de 5000 ppm,
est la valeur limite d'exposition professionnelle établie en France par l'Institut national de la recherche scientifique pour une journée de travail de 8 heures. Donc c'est 5000 ppm, grosso modo. On devrait pas te faire travailler 8 heures et quart, 8 heures et des heures sup dans une teneur de CO2 atmosphérique supérieure à 5000 ppm. Bah tout simplement, vous savez, quand vous allez dans des bureaux, quelquefois ça pue. Ça pue la moquette, ça pue la transpiration, etc. C'est mal aéré. Et bah là, vous êtes peut-être à 1000 ou 2000 ppm, voire à 5000 ppm. Alors, vous allez me dire, le CO2, c'est nocif à un moment. Oui, c'est nocif. Bien sûr, mais au-delà de 5000 ppm, puisque c'est à 40 000 ppm que la fréquence respiratoire augmente, que ça s'emballe et que en fait tu respires plus assez, tu es à 4%. Hein, les 40 000 ppm, ça correspond à 4% de teneur atmosphérique en CO2. Et en fait, tu halètes. Enfin, tu es comme un chien en fait. Tu essaies de respirer. Donc c'est quand même des teneurs qui sont extrêmement importantes. Alors, le prochain point, c'est OK. On va prendre l'hypothèse que on brûle toutes les ressources fossiles, tout le gaz, tout le charbon, tout le pétrole. Ça nous amènerait à combien, en fait, de ppm de CO2 dans l'atmosphère? Intéressant comme question. Alors, la NASA, elle a bossé là-dessus, et en fait, ils ont bossé sur une étude qui est... Alors, on va essayer de la retrouver, cette étude-là. Non, c'est pas celle-là, c'est l'étude d'avant. C'est l'autre image. Si on brûlait tout... Alors, on est dans une bagnole, hein, donc on n'est pas au bureau. Voilà quoi. Alors, les sources scientifiques qui ont étudié l'impact d'une combustion totale des énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, est-ce que ça donnerait en concentration de CO2 dans l'atmosphère? Donc il y en a 3. Il y a Meinhausen 2011, The RCP Greenhouse Gas Concentration and Their Extension from 1765 to 2300, Climatic Change. Donc ça c'est la revue. Et c'est à la page 213 de 241. La deuxième, c'est Juice F. et al. En 2013, Carbon Dioxide and Climate Impulse Response Functions for the Computation of Greenhouse Gas Metric Multimodal Analysis, Atmospheric Chemistry and Physics. Donc ça, c'est la revue. Et c'est à la page 2793-2825. Et la troisième étude, c'est Allen, Mr. et al. En 2018, Warming Caused by Cumulative Carbon Emissions Towards the Trillions Tons. C'est dans la revue Nature. Voilà, la page 458 en 2018. Donc là, vous pouvez retrouver ces sources-là. Si on brûlait toutes les énergies fossiles, on serait entre 1200 et 1400 ppm. Donc grosso modo, une salle de classe avec les fenêtres fermées, quoi. C'est même pas où tu t'endors au fond de la salle. Hein. Là, on est sur du 2000 ppm. 1200 à 1400 ppm, on est sur une salle de classe avec des fenêtres fermées. Donc, voilà, ça c'est de la data, c'est pour vous, c'est l'intelligence collective. Vous en faites ce que vous voulez. L'affaire, vous me dites, ok, du CO2, même si on brûle toutes les énergies fossiles, on arrive à des teneurs en CO2 qui ne sont pas toxiques. Ça correspond à ce que tu respires dans les bureaux, dans les salles de classe. Mais il y a quelque chose, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est ce que font les plantes. C'est un processus bioénergétique. Ça utilise l'énergie de la lumière, différentes longueurs d'onde de la lumière. Et ça permet la synthèse de matière organique. Grosso modo, ça permet la synthèse des fruits, de la paille, du bois, de tout ce que vous voyez qui est vert. Et cette synthèse, elle se fait à partir d'eau et de CO2. Ah, le CO2. Alors, ça nous amène à la question toute simple. Mais finalement, plus il y a de CO2, plus les arbres poussent, non?
plus les récoltes sont bonnes. Est-ce que c'est pas pour ça que dans les serres, les gars, ils brûlent du propane, pour faire du CO2. Alors effectivement, dans les serres, la concentration optimale, hein, s'il y a des gars qui sont dans l'agriculture, ils vont pouvoir nous confirmer ça. Les serres en France, les serres en Espagne, toute l'Andalousie là, qui est couverte de serres, pour vous produire de la fraise hors saison et de la tomate hors saison, ils poussent en fait. Il n'y a pas assez de CO2 dans l'atmosphère des serres. Donc ils brûlent du propane. Ils brûlent du propane pour augmenter la concentration de CO2. Et alors, ils brûlent jusqu'à quelle concentration? Bah, ils brûlent jusqu'à 1000 à 1500 ppm de concentration dans les serres. Et les serres, il y a des gens, ils se baladent, ils respirent dans les serres. Hein. Ils travaillent dans les serres, ils ramassent les fruits dans les serres. Donc, cette affaire d'augmenter la concentration de CO2 pour augmenter la production de fruits et légumes, ça a été argumenté par des études scientifiques aussi. Et grosso modo, ce qu'il en sort, c'est qu'il y a une augmentation de la production de matière, production primaire de matière sèche de plantes, entre 30 à 50% quand tu passes de la concentration de CO2 de l'atmosphère à 1000 ppm. On ne parle même pas de 1500 ppm. Alors après, effectivement, si la concentration de CO2 est trop importante, il y a des effets où ça bloque en fait la photosynthèse. Mais là, on a les références, donc on va vous le dire. C'est les sources scientifiques hein, qui étudient la concentration optimale de CO2 dans les serres pour une production maximale. Donc il y en a 4. Il y a Kozai, donc c'est le professeur Kozai en 2013, Resource Use Efficiency in Closed Plant Product System, The Journal of Agriculture Science. Voilà, hein, c'est la page de 1 à 10. Après, il y a Kim H.J. et Al, donc c'est tous les gars de son équipe, en 2017, dans la revue Horticultural Science. Donc c'est les Coréens là qui ont fait ça. Effects of CO2, concentration and light intensity on growth and quality of paprika in plant factory, Journal of the Korean Society for Horticultural Science. C'est à la page, je vais vous donner 41 à 48. Le troisième, c'est Al Wesh AI en 2018, Effect of Elevated CO2 Concentration and Temperature on Growth and Quality of Tomatoes Under Greenhouse Conditions, Scientific Report. Donc là, c'est 1.11, c'est la page 1.11. Et le quatrième, c'est Guo, W and Al en 2020, The Effect of Elevated CO2 Concentration on Tomato Yields, Quality and Nutrition Absorption Under Greenhouse Conditions, Scientific Report, page 1 à 10. Donc, il y a des... Putain, on a trouvé ça tout seul. En une après-midi, il y a... Donc là, ça concerne les tomates et les paprikas. Ok. Mais l'affaire, c'est que on voit qu'ils le font dans les serres. Ça augmente la production, ça augmente la photosynthèse des plantes. Alors oui, les plantes, la nuit, respirent, brûlent une partie de ce qu'elles ont produit pendant la journée, etc. Mais il y a un rapport entre ce qu'elles brûlent et puis ce qu'elles ont produit. Et ben, les différentiels, c'est la matière en fait. Quand tu vois ton plant de tomate qui pousse, effectivement, il brûle des choses pendant la nuit, mais pendant la journée, avec l'intensité lumineuse, il produit de la matière organique. Et l'affaire, c'est que il y a aussi des scientifiques qui sont penchés sur les forêts. Alors là, on parlait bien sûr des serres, mais les forêts. Alors, il y a une étude publiée dans la revue Global Change Biology en 2019, qui est de Forester, Taschever et Annie Goffer, donc ça c'est en allemand. The Photosynthesis Carbon Balance Relationships in Woody Plants, Biomass Partitioning, excusez-moi en anglais, Respiration and Net Primary Production, dans la revue Global Change Biology, et c'est à la page 3852 à 3873. Et en fait, pour résumer cet article, c'est qu'il y a un effet d'augmentation
de la photosynthèse, donc de la production nette, croissance des arbres. Ils ont étudié plus de 200 sites forestiers dans le monde et qu'ils ont vu que, alors évidemment, une forêt boréale ne va pas réagir comme une forêt tropicale, mais que l'augmentation de CO2 de 300 à 500 ppm, on est à 416 ppm pour l'instant, l'augmentation à 500 ppm produit une augmentation des rendements de 23% des arbres en moyenne sur les forêts boréales, mais qu'une augmentation que de 9% dans les forêts tropicales. Donc, et que ça, c'est limité par des facteurs comme la température, la luminosité ou la disponibilité de nutriments, en particulier tous les nutriments azotés. Donc là, tout simplement, pourquoi on vous prend la tête avec ça? C'est pour vous montrer que c'est possible de trouver d'établir des choses en opposition au discours dominant qui est servi par les médias, qui est servi par tous ces putes de sachants, qui ne dit mot consent. Sur le CO2, pourquoi, grosso modo, le CO2 il a varié avant l'homme? Une augmentation de CO2 n'est pas forcément négative, et que, alors on va dire, mais oui, mais le changement climatique, nanani, la montée des eaux. Ok. Au Xe siècle, entre le Xe siècle et le XIVe siècle, au Groenland, il y avait une colonie viking sur la côte sud-ouest qui s'est établie. Elle faisait pousser du blé et de l'orge. Il y avait des champs. Et les gars faisaient même du commerce et ont offert un ours blanc vivant au pape. Ils ont même, parce que la chrétianité augmentait dans les zones scandinaves, mais donc ils étaient en relation via la Norvège, les Shetland, etc. avec la papauté. Ils ont même offert un ours blanc au pape. Les gars vivaient. Groenland, en danois, ça veut dire la terre verte. C'était au Xe siècle et XIVe siècle, on ne brûlait pas de gaz, on ne brûlait pas de pétrole, on ne brûlait pas de charbon. Et le Groenland était vert, puisqu'il y avait des gens qui faisaient de la culture de seigle et de blé. Donc, non, c'était de l'orge et de blé. Donc, le changement climatique, il est avant l'utilisation. On voit bien, puisque maintenant, le Groenland, c'est un paquet de glace. Donc on voit bien que le changement climatique a été avant l'époque industrielle. Il y a toujours eu des changements climatiques. Alors c'est lié à quoi? Je sais pas, peut-être les volcans. Quand le Pinatubo il pète, ça te fait quand même des étés très très frais, voire froids. C'est peut-être aussi tout simplement, tu sais, quand tu sors là, en ce moment, tu sors, t'arrêtes l'ordinateur, tu sors, tu te mets dans le jardin. Et puis, ici, il y a des nuages. Et puis, à un moment, les nuages, ils s'en vont. Et puis, tu gagnes 10 degrés direct. C'est peut-être le soleil. Et le soleil, est-ce qu'il a quelque chose de... Est-ce qu'il a une activité qui est tout le temps, qui est linéaire au niveau de l'énergie qu'il envoie? Non, ça fluctue. Il y a des cycles solaires, il y a des cycles longs, il y a des cycles courts. Donc, grosso modo, ces histoires de changement climatique, c'est ultra complexe. Les courants océaniques au niveau de la redistribution de chaleur, la fixation du CO2. Là, on parlait des forêts, on parlait la photosynthèse, mais on n'a pas parlé des algues. Évidemment que les algues aussi, pour pousser, puis après ça sédimente les algues. Et puis le CO2, effectivement, il y a des impacts sur l'acidification des océans, mais le CO2 est aussi capturé dans les masses rocheuses qui sédimentent. Donc, pour vous dire que c'est beaucoup plus complexe qu'on essaye de nous faire croire, que il n'y a rien de bien, rien de mal. On a, sur l'histoire de la planète, eu des concentrations de CO2 bien plus importantes, que c'est pas forcément nocif, comme ils essayent de nous faire croire. Mais par contre, oui, nous gérer par la peur, ils l'ont très bien fait dans la pandémie. Et là, ils continuent avec le CO2, avec l'autre petite pute de Greta Thunberg, là, avec ses parents qui ont des mobiliers à 8 000 € pièce. On voit bien en fait le dessin pour nous dire finalement vous les pauvres vous consommez trop, on va vous faire crever, on va surtout vous taxer. Ça continue le process de taxation. Là c'est un nouveau prétexte. Donc pour ceux qui ont des jardins, pour ceux qui ont des poules, etc.,
vous verrez qu'ils nous taxeront et qu'ils continueront à nous taxer avec ces prétextes fallacieux. Les données qu'on a trouvées, n'importe quel mongol peut les trouver. Okay, on est des connards de rond-point, on l'a fait, on l'a trouvé. On a fait l'éducation à la maison, l'instruction à la maison. Donc voilà, méfions-nous des sachants, méfions-nous de tous ces fils de pute qui ne disent rien qu'on sent, qui finalement abondent dans le sens du système, qui est... vous savez, quand on était petit, on disait peut-être qu'un jour ils taxeront l'eau, ils taxeront l'air. Là, ils vont taxer l'air qu'on expire en fait. Et l'eau, vous savez très bien les projets du gouvernement pour l'eau, où l'eau va être échangée contre des hydrocarbures et que évidemment tout ça, ça va être privatisé. Donc si vous avez un puits où vous faites de la récupération d'eau avec vos gouttières, surtout, oubliez de le donner comme info aux compagnies d'assurance, parce que vous imaginez bien qu'à un moment ou à un autre, vous aurez la note du service des impôts pour votre récupération d'eau. Donc voilà les amis, force et honneur, on lâche rien. L'avenir est au peuple instruit des questions juridiques, politiques, économiques, scientifiques, voilà, sanitaires, etc. Et effectivement, ça c'est possible quand on aura défoncé la société de consommation, la société du spectacle, la société du divertissement. Pour divertir, ça a changé de voie. Au lieu que tu t'occupes de ces... Putain, un nouvel impôt, mais ça vient d'où et pourquoi, etc. Ou que tu fasses tes recherches, tu foutes la merde. Bah non, surtout pas. Tu regardes Hanouna. Tu regardes des mecs qui se foutent des nouilles dans le slip, tu rigoles, tu regardes du porno, tu regardes les ch'tis à Miami, voilà, t'es rassuré, il n'y a plus mongol que toi. Voilà, il va falloir faire tomber toutes ces merdes et tous ces valets qui prennent des gros billets, en fait, en nous rendant toujours plus cons. Voilà, force et honneur les amis, on ne lâche rien, bien évidemment. C'est le combat des idées, et ils en ont très peur, donc on continue. Aouh!